dans son entreprise, co-organisé avec ESTP Alumni. Donc déjà, je remercie et on remercie ESTP Alumni pour la co-organisation, et puis aussi Pierre-Alix Yoré et Anne-Laure Fayol pour avoir accepté de présenter justement ce webinaire. Donc, je laisserai tout à l'heure se présenter. Avant de commencer, pour parler un peu Alumni for the Planet, un petit rappel. Donc, les différents partenaires, on a des partenaires de la Conférence des grandes écoles, France Université, voilà. Et puis aussi, on a des partenaires à la fois dans l'enseignement supérieur. On a plus de 130 associations d'universités, d'écoles et de nombreux soutiens scientifiques. L'idée d'Alumni for the Planet, donc ça a été créé fin 2020, comme on le disait. L'objectif, c'est de mobiliser massivement les diplômés de l'enseignement supérieur sur les thématiques du climat, de l'énergie, de l'environnement, et de donner les moyens d'agir. Donc, pourquoi? C'est que justement, ces alumni occupent des postes potentiellement à haute responsabilité dans les entreprises, les organisations publiques. Donc, c'est eux qui ont aussi un levier d'action au sein des entreprises face aux défis climatiques et environnementaux. Et comment Alumni for the Planet, l'idée, c'est d'apporter un soutien concret pour aider les alumni à agir en collaborant avec les associations d'alumni, notamment en organisant des webinaires comme ce soir. En tant qu'alumni engagé, donc pour les alumni engagés soit de vos structures ou de vos associations d'alumni, Alumni for the Planet, l'offre, c'est à la fois une plateforme de mise en relation entre alumni de différentes villes ou de la même organisation, des ateliers et webinaires comme ce soir justement, du contenu également par des experts et par le comité scientifique que j'ai évoqué. Et puis aussi un espace témoignage, c'est important aussi, on peut travailler chacun dans son coin, mais l'idée c'est de dire quand ça va et quand on a fait des actions qui ont réussi, à la fois monter des collectifs par exemple ou des actions au sein de notre ville. Donc voilà, je vous encourage aussi par exemple à témoigner sur notre site si vous avez des témoignages soit dans votre ville ou dans votre structure. Pour parler de ces webinaires, justement, donc on a 2 cycles de webinaires qu'on propose au sein d'Alumni for the Planet, à la fois inspirer le passage à l'action, donc par 2 intervenants, souvent à la fois un expert et un témoin, comme ce soir. Ça peut être sur sensibiliser sur le climat dans son entreprise ou alors agir pour réduire l'empreinte carbone dans son entreprise. Et un deuxième cycle de webinaire, c'est plus accompagner l'action dans la durée, donc avec des ateliers de démarrage et plus après des ateliers de suivi et de concrétisation. Voilà. En 2021, c'est plus d'une douzaine de webinaires réalisés. Et en 2022, on est plus on est sur une phase ascendante, notamment avec le webinaire de ce soir. Dans tous les cas, les webinaires ont différents objectifs. C'est de trouver l'inspiration pour se lancer, de vous donner envie, de vous lancer et de répondre potentiellement aux questions que vous auriez et aux freins que vous pourriez rencontrer, justement par l'intervention d'un témoin, et d'approfondir, par exemple, un thème lié aux enjeux climatiques. Ça peut être au niveau du bilan carbone, ça peut être sur la sensibilisation au sein de l'entreprise, et de comprendre aussi les leviers que chacun on a en tant qu'employé, aussi les leviers qu'une entreprise a. Voilà. Et là, le format, je l'évoquais tout à l'heure, l'intervention d'un expert et l'intervention, le témoignage d'un alumni, d'une alumni. Donc, le timing de ce soir, donc on aura l'intervention de Pierre-Alix Lioré de l'atelier d'Automne. L'idée, ça sera qu'il va vous présenter à la fois remettre des éléments de contexte et puis aussi présenter l'outil d'Automne. Vous connaissez peut-être un peu ou pas du tout. Et puis, pendant un quart d'heure, il y aura un échange questions-réponses. Donc, surtout, n'hésitez surtout pas, c'est le moment pour ça, de mettre vos questions dans le chat. Et puis, Alexis et moi, on recueillera ces questions et puis on les posera justement à Pierre-Alix. Donc ça, c'est la première partie avec la partie expert. Et donc, on aura comme témoin Anne-Laure Fayol de Vinci Autoroute. Donc, de 18h55 à 19h10, la partie témoignage. Comment dans son entreprise, justement, elle a justement lancé cette initiative, potentiellement les freins qu'elle a rencontrés, comment elle a remédié à ça. Et c'est pareil, on sera sur le même principe, un échange questions-réponses
Donc, surtout, c'est pareil, n'hésitez surtout pas lors de son témoignage à les mettre dans le chat. Et puis, au début de son témoignage, nous, à Alumni for the Planet, on vous enverra un sondage en parallèle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, Pierre-Alex, si tu veux commencer, te présenter, puis lancer ta présentation. Écoute, avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation et merci à tous d'être là. C'est trop cool. Moi, je suis vraiment honoré de pouvoir intervenir ici avec Anne-Laure en plus, qui va nous faire un super témoignage après. Et je suis encore plus enthousiaste parce que quand on a préparé le webinaire avec Cédric, il m'a autorisé à tenter des trucs. Alors, je lui ai dit, si tu m'autorises, je vais tenter des trucs. Donc, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur ensemble et je vous ai proposé une petite présentation pour faire réfléchir, pour faire naître le débat. Vous aurez à tout moment la chance de réagir dans le chat, soit parce que je dis des bêtises, soit parce que je dis des choses qui vous semblent intéressantes, soit parce que peut-être qu'on posera des questions directement. Je vais donc partager mon écran et je vais essayer de tenir le chrono de 25 minutes. Si jamais je suis en retard, n'hésitez pas à me le faire savoir, Alexis et Cédric. Donc moi, je suis le cofondateur de 2 tonnes. Je m'appelle Pierre-Alix, j'ai 32 ans. Et 2 tonnes, je vais en parler un peu plus après. C'est un atelier qui parle de climat. Donc forcément, je vais vous parler un peu de climat. Mais il n'y a pas que le climat dans la vie. Et je vous propose première étape, un petit quiz pour prendre un petit peu de hauteur. Ce qui va se passer, c'est que je vais afficher des questions et ensuite, je vais afficher des réponses. Et à chaque fois, vous allez pouvoir, quand je vais afficher à cette question, vous allez pouvoir répondre dans le chat à la bonne franquette. La réponse qui vous semble la plus pertinente, c'est que des QCM. Donc voilà, ça marche. On va attaquer avec une première question. Et cette question, c'est la suivante. Dans les pays à faible revenu, quelle est la part des filles qui terminent l'école primaire aujourd'hui? Est-ce que c'est 20%, est-ce que c'est 40% ou est-ce que c'est 60%? Alors, on ne va pas trop s'attarder sur la notion de pays à faible revenu, c'est tel que défini par l'UNESCO. Alors, je vois beaucoup de A, pas mal de A. C'est assez unanime pour le coup. Donc, vous pouvez bien répondre en réponse à tout le monde, hein, pas en réponse individuelle. Eh bien, je vois des A, la réponse D. Bien essayé, Alexis. Eh bien, la bonne réponse est 60%. Ici, vous voyez donc un graphique qui nous montre l'évolution de ce taux de scolarisation en école primaire depuis 1975, qui est par ici, jusqu'à 2020. Et on voit que c'est passé de 35% à même plus que 60%. Voilà. Et ça, c'est pour les pays à bas revenus. Plutôt pas mal. Et a priori, vous avez été assez nombreux à avoir une mauvaise réponse. Deuxième question. Entre 1993 et 2015, si on analyse la proportion de la population mondiale qui vit dans l'extrême pauvreté, on parle en proportion, en valeur relative, est-ce que cette proportion, ce pourcentage, il a doublé, il est resté le même ou est-ce qu'il a été divisé par 3? Alors, il y a du B, du C, un peu de A, du A, du A, pas mal de A. Eh bien, la bonne réponse est, faites vos jeux, rien ne va plus. La bonne réponse est, c'est la réponse C. Encore une fois, ça a été divisé par 3. Donc là, vous voyez encore une fois des statistiques de la Banque mondiale qui nous montrent que ce pourcentage il est passé de proche de 40% dans les années 80 à proche de 10% aujourd'hui. Donc on pourrait presque dire, en tirant le trait, que ça a été divisé par 4. Voilà, pas si mal. Troisième question. Quelle est l'espérance de vie dans le monde aujourd'hui? Tout pays confondu, tout continent confondu. Est-ce que c'est 50 ans, 60 ans ou 70 ans? Alors, il y a pas mal de B, il y a du C, il y a du B. J'ai l'impression que le B l'emporte, le C repasse devant, mais Cédric ramène vers le B. Eh bien, la réponse est 70 ans. 70 ans, et là, vous voyez les statistiques qui sont, encore une fois, tout continent confondu. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'au-delà du chiffre brut, on voit qu'il y a quand même une tendance qui est quand même plutôt positive. Au début du siècle, on avait une espérance de vie moyenne qui était proche des 40 ans, tout pays confondu. Maintenant, on est vers 70 ans et on voit que dans tous les continents, la tendance est là. On a donc trois statistiques qui ne traitent pas de climat.
Si on présentait ça, on croise quelqu'un dans la rue, on lui montre ces 3 statistiques comme ça, paf, à froid, sans contexte, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme conclusion? Si on s'arrête là, si j'arrête là la présentation, avec quoi on pourrait en ressortir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on a appris? Quelle conclusion on en tire? Il faut répondre dans le chat. Ou même avec un petit micro, si vous voulez vous tenter. Tout va bien, que les faits ne sont pas ce qu'on croit, que tout va bien, que bonne soirée, effectivement. Qu'il y a une augmentation de la population, qu'on va mieux. Ouais, on va pour le mieux et on fait des super progrès. Eh ben ouais, moi je suis plutôt d'accord. Si on regarde ça, on peut se dire effectivement l'humanité va mieux. Alors évidemment, c'est que certains indicateurs, c'est quand même des indicateurs très tangibles. Et on peut se dire que là, il y a des vrais gains sociétaux tangibles, concrets, objectivables, j'ai envie de dire, et que ces gains, ils ont été permis pas n'importe comment. C'est pour ça que je mets ce bravo. C'est qu'en fait, c'est dû à des gens qui ont innové, à des sociétés qui ont tenté des choses, à des entreprises qui peut-être ont permis des nouvelles technologies, des améliorations qui se sont transcrites pas juste dans des statistiques de chiffre d'affaires, de PIB, mais aussi dans des vraies avancées humaines. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc on peut se dire, bah, franchement, bravo à l'humanité d'aller mieux. Et bravo à nous, quelque part. Une fois qu'on a vu ça, bah, on peut se dire, OK, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un autre problème qui surgit. On ne le connaissait pas très bien il y a encore quelques temps. Maintenant, on le connaît beaucoup mieux. Et on le connaît de façon là aussi tangible et objectivable. Ce problème s'appelle le climat. Et pour montrer un peu l'étendue du problème, on peut comparer un peu ce que ça veut dire qu'un changement climatique. Si on regarde la dernière ère glaciaire, c'était il y a 20 000 ans, et qu'on la compare à aujourd'hui, on voit qu'il n'y avait que 5 degrés de différence. 5 degrés en termes de température moyenne sur Terre, ce qui ne paraît pas énorme. Cependant, ces 5 degrés, ça pose une différence fondamentale. En Europe, l'Europe ressemblait très peu à ce qu'elle est aujourd'hui. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas, donc on pouvait aller au Royaume-Uni à pied, ce qui était plutôt pratique pour le coup. Par contre, il faisait évidemment beaucoup plus froid, mais surtout, il y avait des calottes glaciaires dans toute l'Europe du Nord, et c'est très différent d'aujourd'hui. Ce que ça nous pose comme question, c'est donc, qu'est-ce que ça donnerait comme différence si les températures augmentaient de plus 5 degrés d'ici la fin du siècle? Et ça, forcément, on peut imaginer uniquement le type de conséquences sur notre écosystème, sur le milieu dans lequel on vit, et donc sur les activités humaines qu'on aura. Forcément, sachant que les prévisions du GIEC nous amènent à des scénarios à possiblement plus 5 degrés, elles nous donnent un peu l'ordre de grandeur du type de changement qu'on peut avoir et du type d'externalité négative qu'on pourrait subir à cause de ça. Cependant, ce n'est pas juste dans le futur. Et on en vit déjà des conséquences aujourd'hui. On l'a vu récemment avec une canicule qui a été assez exceptionnelle et qui a fait des dégâts, l'air de rien. Une fois qu'on regarde ça, pareil, je suis curieux de savoir quand on amène ce nouveau problème dans l'équation, quelle conclusion on pourrait en tirer. Vous pouvez réagir dans le chat. Plus difficile, ça, là, comme question. Eh bien, je peux vous donner ma conclusion. Moi, ma conclusion, les problèmes précédents nous amènent à d'autres problèmes. Oui, effectivement, notre extinction. Mieux l'humanité se porte, plus on aura de conséquences horribles plus tard. C'est une conclusion, Gabriel. Eh ben, je vais vous donner ma conclusion à moi. Ma conclusion, c'est qu'il y a un nouveau problème qui émerge, qui nous impose de changer des choses. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que tous les bénéfices sociétaux qu'on a grâce à notre modèle de développement actuel, ils risquent d'être largement, voire très largement, annulés, démontés par des pertes, des externalités négatives qui s'appellent le changement climatique et des conséquences graves pour l'humanité. Et donc, si on fait une analyse ultra pragmatique du sujet, comme des gens qui travaillent en entreprise, qui vont se dire, bon, alors qu'est-ce que j'ai à gagner si je fais une chose, qu'est-ce que j'ai à perdre? On regarde que nous, on a des gains sociétaux, la courbe bleue, qui sont réels et qui sont relativement linéaires dans leur trajectoire, et que par contre, les coûts, c'est-à-dire les externalités négatives liées au changement climatique, elles deviennent de plus en plus grandes. Et que très vite, elles vont largement dépasser les avantages. Le deuxième enjeu, c'est que cet impact-là sur le climat, il est complètement irréversible. C'est-à-dire que autant on peut dire les gains qu'on a en termes d'espérance de vie, ça peut facilement changer du jour au lendemain. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est acquis, qui perdure dans le temps. Autant on sait très bien que si on perturbe le climat, si on augmente de 2, 3, 4 degrés les températures mondiales, on ne pourra pas les changer du jour au lendemain. Il y aura tout un cycle de conséquences négatives qui vont s'imposer à nous pendant peut-être des centaines d'années. Et donc, si on a cette approche-là rationnelle, on peut dire qu'il y a un rapport coût-opportunité qui n'est clairement pas favorable à l'inaction et qu'on pourrait présenter à des gens qui font une approche très, très peu émotionnelle du sujet, très, très rationnelle, et qui, a priori, ils pourraient arriver à la même conclusion.
Là, j'en tire une conclusion, c'est qu'il y a une transformation qui est nécessaire. Si on veut éviter ça, si on veut garder quelque chose qui soit le plus vivable possible, si on veut maximiser les avantages et minimiser les inconvénients, il faut une transformation, une transition. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il n'est pas trop tard, par exemple? Parce que s'il est trop tard, peut-être que ça ne sert à rien d'agir. Là, on peut analyser ça. Et on n'est pas seul, puisqu'il y a eu des scénarios qui ont été bâtis, notamment par le GIEC, qui nous ont montré un peu la voie à suivre si on veut limiter les conséquences du changement climatique. On voit ici une prévision et on voit que l'ambition est grande. Quand on regarde la courbe historique de la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre et les scénarios qu'il faudrait atteindre pour réduire ces émissions, on voit que ça nous supposerait un effort qui soit très, très grand. Cependant, le fait que l'effort soit grand ne veut pas dire que c'est impossible. Et d'ailleurs, on a une boussole pour ça, on a un cap à tenir, c'est l'accord de Paris. Cet accord de Paris, il a fixé cette boussole avec une trajectoire permettant de dire si on atteint les 2 tonnes, on sait qu'on peut arriver à limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. Et ça, les États s'y sont engagés. Donc, on a une boussole, un cap, et on peut se dire déjà, ça rend les choses un peu plus possibles. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Est-ce que ça suit dans la société? On peut dire que plutôt oui. Si on regarde au côté des dynamiques politiques, les engagements des États ont tendance à plutôt se raffermir, à être de plus en plus ambitieux. Vous voyez ici l'évolution des engagements en termes de température moyenne, si on fait tous les engagements de tous les États dans le monde sur le climat, et qu'on regarde la température moyenne à laquelle ça nous amènerait, on voit l'évolution. En 2018, on était de l'ordre de entre 4,4 et 2,5 degrés, et ensuite ça a baissé jusqu'à arriver à possiblement entre plus 3,6 à plus 2 degrés après la dernière COP. Donc plutôt une dynamique positive. Cette dynamique, évidemment, il faut qu'elle se traduise plus profondément dans la société. Est-ce que c'est le cas? On peut dire que plutôt oui. Il y a dans les analyses d'opinion le fait qu'on voit que les Français, notamment, sont de plus en plus concernés par le sujet climatique, que ça devient un sujet de prise en compte par les politiques, dans les programmes, etc. Et puis, il y a aussi des initiatives qui nous montrent qu'il y a une vraie dynamique citoyenne. L'exemple de la fresque du climat et de ses 400 000 participants en est quand même quelque chose d'assez parlant. 400 000 participants, ça ne se trouve pas sous le sabot d'une vache, comme dirait l'autre. Autre point, qu'est-ce qu'elles font les entreprises? Les entreprises, d'aucuns pourraient juger si elles vont assez vite ou pas. Cependant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des entreprises qui changent, qui s'adaptent, qui créent de nouveaux business models, et de nouvelles offres qui arrivent aussi avec des entreprises qui se spécialisent sur le sujet. Et ça, c'est plutôt positif. C'est vrai autant pour des startups qui vont aller vraiment innover dans le modèle de développement, que pour des grandes entreprises industrielles qui vont dire il faut qu'on switch massivement vers des modèles qui sont compatibles avec une trajectoire accord de Paris. Par conséquent, on peut se dire qu'il y a une dynamique. Et ce qu'on croit, nous, chez Doton, c'est que cette dynamique, elle n'est pas forcément linéaire. Une dynamique sociale, une dynamique sociétale, c'est rarement une courbe qui suit une trajectoire linéaire. L'histoire nous apprend qu'en général, il y a des points de bascule. Il y a des moments, des événements qui, eux, ont tendance à faire en sorte qu'on passe très, très vite d'un état A à un état B. Et qu'il n'y a pas besoin que 70%, 90% de la population soit engagée sur un sujet pour qu'il n'y ait pas des changements drastiques qui s'opèrent. C'est ce qu'on appelle le point de bascule social. On peut en observer beaucoup d'exemples historiques. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on peut se dire, c'est que possiblement, effectivement, cette transition-là, elle est possible. La troisième question, c'est est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'il faut tout sacrifier pour le climat? Est-ce qu'il faut se dire, si on doit transitionner, si on peut transitionner, sacrifions tout. On sait que ça va être affreux comme mode de vie, ça va être affreux comme modèle de développement, mais il faut y aller. Et on va retourner à l'âge de pierre. Peut-être. Et la question que ça nous pose, c'est est-ce que c'est souhaitable? Si jamais on a dit que cette transition elle est nécessaire et possible, est-ce qu'on a envie de la faire? Est-ce qu'elle est vraiment souhaitable? À la fois pour la société en général, à la fois pour les individus, mais aussi pour les entreprises. Parce que les entreprises ont envie et ont intérêt à le faire. Là encore, on peut essayer d'amener quelques éléments de réponse. Et le premier, en fait, c'est que derrière toutes les actions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre à tous les niveaux, quand on creuse un tout petit peu, on peut vous retrouver que ces actions-là ont des co-bénéfices. Et que ces co-bénéfices sont très, très forts en termes de capacité à résoudre des problèmes sociaux, des problèmes environnementaux et même des problèmes parfois démocratiques ou économiques. Donc là, vous voyez les objectifs de développement durable fixés par l'ONU et on peut imaginer très, très vite, même s'il y en a qui vous viennent dans le chat, des bénéfices qu'on pourrait avoir à faire de l'efficacité énergétique, des bénéfices qu'on pourrait avoir à éviter le gaspillage alimentaire, etc., etc. Très vite, on va voir que ce n'est pas juste des bénéfices
climatique uniquement, mais aussi des bénéfices pour la société sur d'autres enjeux. Ceci étant dit, les entreprises, on voit aussi qu'il peut y avoir des opportunités réelles pour elles de s'engager de façon proactive sur le sujet climatique, et que ces bénéfices, ils s'appliquent à tous les secteurs, grosso modo. Il y a des entreprises qui ont beaucoup d'intérêt, il y a des entreprises qui deviennent pionnières sur le sujet et qui en tirent des bénéfices en termes de marketing, en termes de chaîne de valeur, etc., en termes de résilience face à des événements extérieurs, au hasard. Et tout ça, ça montre bien que ce n'est pas juste une question de contrainte pour les entreprises, ça peut être aussi une question d'opportunité. Par conséquent, le raisonnement, je pense que vous le voyez venir, c'est de se dire que cette transition qu'on a évoquée au début, elle est probablement nécessaire, mais aussi possible et souhaitable. Elle est nécessaire parce que sinon, on aura des conséquences qui seront fâcheuses et qui seront bien pires que les bénéfices qu'on a à rester dans le modèle actuel. Elle est possible parce qu'il y a des scénarios qui nous montrent qu'en 28 ans, on peut largement réduire les émissions et qu'il y a déjà des ferments d'action dans la société. Et elle est souhaitable parce que ça peut être l'occasion de faire mieux et peut-être d'avoir des modèles de développement qui nous rendent encore plus épanouis en tant que société. Peut-être que je ferai une pause d'ici là. Cédric, Alexis, est-ce que ça vous semble clair jusque-là? Oui, très clair. pour moi. Oui, vas-y, Alexis. Non, très clair. Tu peux peut-être parler de l'atelier en tant que tel après, je sais pas, mais… Affirmatif, j'y viens à l'atelier. J'y viens tout de suite. Justement, nous, on s'est posé la question quand on a lancé l'atelier d'automne de savoir, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer cette dynamique de transformation? Parce que nous, notre raison d'être, c'est exactement ça. C'est de se dire, nous, on pense qu'il y a une dynamique de transformation. On pense que la transition est nécessaire, possible et souhaitable, et on a envie d'y contribuer à l'accélérer. Et on se dit, à qui il faut qu'on parle, qui il faut convaincre, comment être efficace dans notre action. Nous, ce qu'on pense, c'est que les entreprises, elles sont un immense levier d'impact par rapport à cette transition. Et on a des arguments pour ça. On pense qu'elles ont un immense pouvoir d'influence sur énormément d'acteurs. On pense que les entreprises, ce sont elles qui gèrent l'offre et que le fait de produire l'offre, ça influence complètement la société et la demande, d'autant que derrière l'offre, il y a aussi la technologie en tant que telle. On pense que très vite, l'écosystème des entreprises va leur imposer de se transformer et que donc leurs intérêts historiques, leurs intérêts économiques et financiers vont s'aligner avec les intérêts climatiques. Et puis, un dernier point, c'est que le fait de toucher les entreprises, c'est aussi la capacité de pouvoir pénétrer durablement la société. Concrètement, aller essayer de convaincre des millions de personnes de participer à des ateliers qui durent 3 heures, qui parlent de sujets techniques, c'est très compliqué. Ça demande des budgets marketing énormes dans l'absolu, parce qu'on est en concurrence directe avec des productions hollywoodiennes, par exemple. Si jamais, par contre, on arrive à convaincre les entreprises en leur montrant que c'est un bénéfice pour elles, on peut aller toucher des gens de tout âge, de toute classe sociale, dans tous les endroits. Et ça, c'est plutôt super cool. On a donc la certitude que les entreprises, c'est un immense potentiel de transformation et que la raison pour laquelle on est là est très, très forte. Et la question qu'on se pose et que j'ai envie de vous poser, c'est si jamais tous vos collaborateurs faisaient cette même réalisation, si jamais tous les gens dans votre équipe ou tous les gens dans votre société, pourquoi pas, dans votre entreprise, disaient, en fait, j'ai compris, peu importe mon rapport de base avec le sujet climatique, qu'effectivement, cette transition-là qu'on nous parle, c'est nécessaire déjà, c'est possible de le faire, donc c'est pas si compliqué surtout, et puis c'est souhaitable et en fait, on peut en tirer plein de bénéfices. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde faisait cette réalisation-là? Nous, on pense qu'il se passerait pas mal de trucs cool. Mais pour ça, on pense qu'il faut tacler 2 choses. La première chose qu'il faut tacler, c'est des freins à l'inaction. Et les freins à l'inaction, pour nous, c'est les choses qui font que parfois les gens, même quand ils sont conscients d'un problème, ils ne sont pas forcément dans une démarche d'action. Et là-dessus, ce qu'on veut faire en sorte, c'est que les gens taclent ça, dépassent leurs freins à l'inaction. Les 2, c'est le premier, manquer de repères, manquer d'informations sur le sujet, ne pas savoir quelles actions ont le plus d'impact. Et le deuxième, c'est manquer de motivation, être découragé, soit parce que précisément, on pense que ça ne sert à rien d'agir parce que tout est foutu, soit aussi parce qu'on se dit que mon action à moi, elle ne sert à rien, que moi, je n'ai pas un gros pouvoir sur le sujet climatique et que ça ne sert à rien que je m'engage. Ce qu'on a essayé de faire, nous, avec l'atelier d'automne, c'est de répondre à ces 2 sujets. C'est de donner aux gens des outils, des notions, des mesures, des ordres de grandeur sur les actions qu'ils peuvent mettre en place, qu'ils soient outillés pour le passage à l'action, qu'ils puissent choisir les actions qu'eux-mêmes veulent mettre en place, à leur façon. Et la deuxième chose, c'est de leur montrer
qu'ils ont un pouvoir d'action et qu'ils aient envie de l'utiliser, en réalisant que face à eux, il y a un défi, et que ce défi, ils peuvent y prendre un rôle, le rôle qu'eux ont envie de jouer, et que s'ils prennent ce rôle-là, peut-être qu'ils vont en tirer des bénéfices. Pour ça, on a développé un format d'atelier. Ce format d'atelier, il permet aux gens de répondre à cette question. Comment on fait concrètement pour aller vers les objectifs de l'accord de Paris? Et donc, diviser par quasiment 5 les émissions de gaz à effet de serre au niveau de la France pour passer de 9,5 tonnes en 2022 à 2 tonnes en 2050. Et avec une approche très concrète, se posant des questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'éco-gestes au niveau individuel? Qu'est-ce que moi, je dois faire qui a le plus de pertinence, d'impact? Est-ce que baisser le chauffage, c'est plus efficace que d'autres actions? Deuxièmement, quelles actions collectives on peut prioriser? Est-ce que le gouvernement devrait mieux investir dans les bioénergies, par exemple, ou dans les éoliennes, au hasard? Et puis, troisièmement, c'est comment on peut avoir de l'influence sur les décisions collectives. On parle toujours de « je réduis mon empreinte carbone individuelle », par exemple, mais est-ce qu'on est capable de dire « moi, quand je m'engage dans mon entreprise, quand je fais de la sensibilisation, quand je milite à gauche ou à droite, il y a aussi un impact. Comment je peux avoir un maximum d'impact de cette façon-là » Et ce qu'on a voulu, c'est créer un format d'atelier qui permet de répondre à ces questions, pas parce que quelqu'un va vous dire quoi répondre, mais parce que vous-même, vous allez pouvoir y apporter votre propre réponse. Le format qu'on a choisi, c'est un format d'intelligence collective qui propose un voyage vers le futur. Il propose un format très immersif dans lequel on va imaginer un scénario de transition bas carbone jusqu'à 2050 en faisant des choix parmi différentes actions qui sont proposées. Concrètement, on va être en groupe et on va se faire proposer des actions sous forme de cartes et on va débattre sur ces cartes et on va les appliquer. Et une fois qu'on les aura appliquées, on va voir l'impact que ça a sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ici un peu les courbes que vous voyez. Chaque participant a sa courbe personnelle qui va correspondre à son empreinte carbone que les gens calculent avant l'atelier et qu'il va essayer de réduire durant des tours d'action individuels en simulant l'impact d'éco-gestes sur son empreinte carbone de façon personnalisée. Et puis, en parallèle, on a la courbe bleue en gras que vous voyez ici. Cette courbe, elle correspond à l'empreinte carbone moyenne nationale. On va essayer de réduire en incarnant les décideurs nationaux. On va incarner le gouvernement français, on va incarner le MEDEF, etc. Et on va se dire où est-ce qu'il faut investir des milliards d'euros pour avoir le maximum d'impact. Et donc, chaque groupe définit son propre scénario en pensant aux avantages et inconvénients de chaque action. Et c'est comme ça qu'on va apprendre sur le chemin. On va apprendre peut-être en faisant des erreurs, peut-être en étant surpris par certains impacts. Ça va nous permettre d'en tirer des leçons et de couvrir tous les secteurs de l'économie et tous les secteurs un peu de notre mode de vie personnel. Ce format, il existe d'une façon très concrète, puisque c'est un format d'intelligence collective qui se fait en 2h30 à 3h, avec des groupes de 6 à 15 participants et surtout toujours avec un animateur ou une animatrice qui permet un bon niveau d'intelligence collective et de participation des gens. Il peut se faire évidemment en présentiel et distanciel et il est déjà disponible en 6 langues. À chaque fois, on a le même procédé. On propose aux gens de calculer leur empreinte carbone avant pour qu'ils jouent sur leurs données personnalisées. On fait une introduction pour que tout le monde, quel que soit son niveau sur le sujet, ait les notions de base. Et donc, ça peut être autant pour des experts du sujet qui ont beaucoup de plaisir et d'intérêt à le faire que pour des gens qui n'y connaissent rien du tout. Et ça marche très, très bien. Une simulation en tant que telle. Et puis, finalement, un débriefing qui va permettre à la fois d'ancrer un peu des connaissances, mais aussi de projeter de façon créative des actions qu'on pourrait imaginer dans son entreprise. Pour s'assurer que les gens passent à l'action concrètement après, on a développé une petite fonctionnalité sur le logiciel de Ton, qui est le tableau de bord, qui permet à chacun de pouvoir voir l'impact de chaque action sur son empreinte carbone et de faire les choix qu'elle a envie d'essayer dans la vraie vie. Les bénéfices pédagogiques, en 2 mots pour les entreprises, il y en a plusieurs. La première chose, c'est de permettre d'avoir une sorte de base de connaissances communes sur le sujet climatique. Si les gens n'ont pas les références un peu, les notions clés, s'ils ne sont pas outillés, s'ils ne savent pas ce que c'est qu'une empreinte carbone, s'ils n'ont pas des ordres de grandeur, c'est compliqué d'avoir un débat serein, y compris dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est d'impliquer les gens, de les mettre dans une démarche positive, de se dire, vous avez un rôle à jouer, on compte sur vous. Et ça marche plutôt bien parce que l'atelier n'est pas du tout culpabilisant. Il est fait pour justement empowerer, empouvoirer, dynamiser, pas du tout dans l'autre sens. Un troisième point, évidemment, c'est de pouvoir faire le lien avec l'activité de l'organisation. C'est de se dire, OK, on voit l'échelle nationale, on est dans une forme allégorique, on voit l'échelle individuelle et on se questionne sur qu'est-ce que ça nous inspire pour nous, dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut mettre ça en place et ça donne beaucoup d'idées en général.
Puis le dernier point, qui pour nous est essentiel, c'est le fait de créer du lien, de s'amuser, de faire preuve d'intelligence collective et de créer un rapport positif sur le sujet et sur un rapport, je dirais, fédérateur sur le sujet. L'atelier, pour conclure, il a déjà été fait par quasiment 20 000 personnes depuis sa création il y a 2 ans et on compte 1 200 animateurs avec un système de développement qui est proche de celui de la fresque du climat, donc en formant des animateurs qui peuvent eux-mêmes le faire soit avec leurs amis, leurs proches dans un cadre grand public, soit avec leurs collègues dans le cadre d'un projet organisé. Et cet atelier, qui était au départ fait pour le grand public, il a très vite connu la demande d'acteurs organisationnels, à la fois dans l'éducation supérieure, dans des grandes écoles d'ingénieurs, d'administration ou de commerce notamment, mais aussi dans les entreprises de toute taille, de tout secteur, grosso modo, que ce soit des grandes entreprises du CAC 40, des startups, des petites entreprises, et même des institutions publiques comme la métropole de Toulouse. Pour conclure ma présentation, je vous dirais que la grande question que l'atelier pose et à laquelle on peut essayer tous de réfléchir, c'est de se dire qu'on a un défi face à nous, je vous en ai parlé, un défi climatique, et on peut se dire que peu importe ce qu'on pense du climat, ça sera dur d'imaginer que notre société ne va pas évoluer face au défi climatique. Il y a beaucoup de dynamiques qui sont déjà en œuvre, il y a de la planification, il y a des lois qui sont prévues, et dans l'absolu, d'aucuns pourraient dire que même s'il est climato-sceptique, il pense que la société va évoluer et il a envie d'avoir un coup d'avance avec son entreprise. Et pour ça, le fait d'avoir une approche prospective, d'imaginer le futur, d'imaginer comment la société va changer, comment la loi va changer, comment les comportements des consommateurs vont changer, comment les entreprises, l'offre, la technologie va changer, ça, c'est quand même un certain facteur clé de succès dans la capacité à définir une stratégie qui soit gagnante pour une entreprise. Je m'arrête là pour le moment. Voilà, j'espère que c'était clair. Très clair, merci Pierre-Alex, merci beaucoup. Il y a déjà plusieurs questions dans le chat depuis tout à l'heure. Question d'Alain, il demandait si 2 tonnes justement pouvaient être utilisées dans notre pays. Oui, absolument. En fait, un de nos premiers clients, c'était Essilor, et très vite, ils nous ont dit on a des collaborateurs qui sont en Thaïlande, au Brésil, on ne peut pas leur parler d'EDF et de Peugeot tous les jours en France. Bah, ils nous ont dit est-ce qu'on peut faire une version internationale? Et on a créé une version internationale, donc qui prend en compte les données de tous les pays de façon locale et qui en plus est traduite déjà en 7 langues aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Une question également de Marius qui disait, enfin c'était une question-remarque, que souvent un argument opposé c'était qu'on était une goutte dans l'océan, voilà, qu'il y avait des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, les États-Unis, la Russie qui avaient une plus grande capacité, des plus gros leviers que nous. Enfin, je demandais qu'est-ce qui peut répondre dans ces cas-là. Alors, il y a plusieurs façons d'aborder le sujet, c'est une excellente remarque. On va dire une première façon de l'aborder qui peut être un peu sur le plan moral, ça peut être la notion de justice climatique. Donc, on sait qu'on a des contributions différentes au changement climatique, à la fois aujourd'hui par personne. Des pays comme l'Inde, par exemple, sont plus proches de 3 tonnes équivalent CO2 par personne et par an, donc 3 fois moins que la France par personne. Il y a des pays en Afrique qui sont à moins de 2 tonnes par personne. Donc, on peut se dire, est-ce que c'est normal qu'il y ait un tel décalage dans la contribution au problème? Est-ce qu'on ne devrait pas moralement, nous, se mettre au niveau pour qu'on se dise qu'on est quand même un peu dans le même ordre de grandeur, d'autant que nous, on sait qu'on a un historique de contribution au changement climatique qui est plus grand que ces pays-là. Cependant, je trouve que c'est une réponse qui est imparfaite parce que le critère moral, c'est par définition subjectif. Par contre, il y a un autre point pour moi qui est essentiel, c'est de comprendre que les dynamiques que j'évoquais, les points de bascule sociaux, historiques, ça ne s'applique pas que au sein d'une société. C'est aussi vrai à l'international. Et je ne vous parlerai pas juste de mondialisation. Je vous dirais que la France est un tout petit pays qui a toujours eu, quantitativement, en termes de démographique, une petite représentation. Mais un jour, la France a fait la Révolution française, et on peut me dire que la Révolution française n'a pas eu d'impact, mais il va falloir avoir des arguments. Et la vérité, c'est que quand la France a fait quelque chose d'historiquement très fort, avec des valeurs, avec un modèle de développement qu'elle a voulu initier qui était différent, ça a eu un immense retentissement quasiment dans le monde entier, même s'il a été différent. Et ça a quand même changé globalement l'histoire. Moi, je questionne le fait, si jamais la France faisait une très grande transition, avec un virage peut-être très ambitieux rapidement, devenir pionnière sur le sujet, est-ce que ça n'aurait pas un effet aussi d'emballement, d'inspiration d'autres pays autour?
Ok, merci beaucoup, Pierre-Alex. Il y avait, il y avait une question, remarque de Efraal. Après, peut-être tu peux intervenir, mais pas trop. Et puis, justement, Anne-Laure pourra compléter. Mais il se demandait, dans le cadre d'une entreprise, est-ce que les participants voudraient enfin, partager leurs infos personnelles? Et puis aussi, dans le cadre, de compléter avec la RGPD, enfin, voilà, est-ce que Ouais, ça bien peut sûr. ne pas poser de problème? Oui, bah effectivement, c'est vrai en vérité, on n'a pas choisi l'option de la facilité en décidant d'intégrer le côté personnalisé de l'outil. Et pour nous, c'était essentiel pour qu'il y ait vraiment ce rapport, cette immersivité, ce rapport personnel qu'on crée au sujet. Mais ça supposait beaucoup de complexité et on y a répondu de deux façons. La première façon, c'est sur le plan technique, en nous armant d'un gros protocole RGPD qui est solide sur le plan technique, sur le plan juridique. Donc, les gens signent des conditions générales d'utilisation quand ils créent leur compte sur l'atelier qui sont en accord avec le RGPD, ce qui nous a coûté cher en frais d'avocat, c'est normal. Et l'autre façon, c'est qu'on n'oblige personne à partager ses données. Donc, une personne qui ne voudrait pas le faire parce qu'il n'y a rien qui oblige de dire je veux que mes collègues sachent combien de fois je prends l'avion par an, qu'est-ce que je mange en général, bah, elle peut le faire, elle peut participer à l'atelier en se faisant attribuer un personnage fictif, un monsieur tout le monde, une personne qui représente un peu la population et de jouer avec ces données. Ok, merci. Une question de Virginie également. Elle se demandait à quand, peut-être c'est déjà le cas, hein, mais à quand l'analyse de l'empreinte carbone dans la fonction publique? Là, tu parlais entreprise, mais voilà. Alors, donc, Dutton, pour avoir une approche qui permet de toucher des publics différents, a une approche empreinte carbone au niveau individuel et au niveau national. Donc, on ne traite pas directement tous les secteurs et toutes les subtilités de l'empreinte carbone de chaque secteur. Cependant, on a quand même des ordres de grandeur très généraux et surtout, on peut très vite faire des liens avec les enjeux sectoriels. Et donc, nous, quand on prépare un atelier, on pense qu'il est toujours pertinent pour avoir un maximum d'impact que d'adapter l'atelier en termes de contenu à l'entreprise ou l'organisation qui fait appel à nous. Donc, un exemple, c'est que pour la métropole de Toulouse, on a travaillé sur une version qui fait non seulement écho à des exemples très locaux d'actions qui peuvent se faire dans la métropole toulousaine, avec des visuels adaptés, etc., pour que ce soit très immersif, mais aussi qui montre un peu les enjeux principaux dans l'agglomération toulousaine, en termes de transport, en termes d'alimentation, etc. C'est évidemment vrai pour les entreprises aussi, puisque quand on travaille avec Vinci Autoroute, on va amener des données pour Vinci Autoroute pour que les gens comprennent les enjeux spécifiques du secteur, au hasard le véhicule électrique, etc. Et aussi puissent eux-mêmes intégrer les enjeux de la feuille de route de l'entreprise, de son bilan carbone dans leur réflexion. Ok, merci beaucoup, Pierre-Alex. Une question, Maud, j'ai vu ta question, mais on va peut-être attendre l'intervention d'Anne-Laure et puis on la posera à ce moment-là, mais elle est hyper intéressante, ta question. Question de Thomas, au-delà de l'aspect climatique, est-ce qu'il y a une sensibilisation de manière plus globale sur l'ensemble des impacts environnementaux, la biodiversité, les pollutions locales, etc. Et puis, est-ce qu'il y a des réflexions sur le modèle de société actuelle basé sur la surconsommation, les limites planétaires? C'est une excellente question qui est très liée. En fait, quand l'approche de Dutton, c'est un pari. C'est de dire, on va s'attaquer aux solutions au changement climatique, pas juste au constat. Et forcément, en général, quand on parle de solutions, la critique facile, c'est forcément politique. Chaque solution est politique et teintée d'une certaine vision du monde, d'une certaine idéologie. Et donc, nous, on s'est dit, on ne veut pas qu'on faire un atelier qui soit politique, qui soit militant. Au contraire, on veut permettre à chacun de se faire son idée. Et donc, on a choisi de travailler sur les choses les plus objectivables, donc sur les ordres de grandeur et sur des données mesurables avec la base carbone de l'ADEME, avec des sources de référence, qui permettent aux gens ensuite de réfléchir sur les avantages et inconvénients qui dépassent les enjeux carbone. Et donc, souvent, les gens vont dire, ouais, ton action là que vous proposez, elle est super intéressante, mais moi, je pense que ça va créer trop d'emplois. Ça va détruire trop d'emplois. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne action à faire en France, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le côté objectivable. Pour avoir cette approche objectivable, il nous fallait un indicateur pour avoir du quantifié, du concret. Cet indicateur, c'est le TCO2E, donc l'empreinte carbone. Et forcément, c'est un indicateur qui ne parle que de l'empreinte carbone et du climat. Cependant, pour nous, ça n'est pas suffisant, comme je le parlais dans ma présentation, de penser que au climat. Et on invite souvent les participants à réfléchir sur les autres enjeux qu'il y a et sur les autres bénéfices ou co-bénéfices du sujet.
C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de limites planétaires, de donut economics, pour ceux qui connaissent le concept, des ODD, beaucoup, pour faire réfléchir les participants sur ces sujets. Évidemment, ça ne correspond pas à une formation en tant que telle sur la biodiversité. Peut-être qu'un jour, on aura des indicateurs de biodiversité et on pourra faire un 2 tonnes de la biodiversité. On a choisi de se concentrer sur le climat pour faire une porte d'entrée sur le sujet. Ok, merci beaucoup. Une question hyper intéressante de Efraal. Donc, elle dit, il me semble que dans le jeu, il y a une action prendre au moins l'avion. Donc, elle travaille justement, elle ou il, pardon, dans l'aéronautique et ça risque de ne pas passer au niveau de mon comité de direction. Sachant que faut la validation top management pour le genre de formation, comment faire tout simplement? Alors, c'est une excellente question. Et bon, forcément, quand on travaille avec la métropole de Toulouse, et que forcément, c'est les élus de la métropole, ils se posent aussi ces mêmes questions. Donc, il y a eu des argumentaires à bâtir là-dessus. En quelques points. Nos premiers clients dans le monde universitaire, c'était Supaéro à Toulouse, donc l'école de l'aéronautique, qui justement, y trouvait quelque chose de très intéressant, c'est qu'on se projette vers le futur. Et quand on se projette vers le futur et qu'on regarde les ordres de grandeur liés à l'aviation, on peut imaginer le futur de l'aviation. Et le fait de dire ça semble parfois incompatible avec les données de consommation actuelle, avec une trajectoire 1,5 degré. Pas pour autant que c'est une critique, pas pour autant que c'est un reproche. Ça permet peut-être justement d'affronter le réel en y voyant juste ce qu'il est le réel. C'est-à-dire peut-être de dire, il y a des choses qui doivent changer, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui peuvent se maintenir parce que l'avion a un rôle dans nos sociétés. Et donc, pour nous, on espère que l'atelier contribue à aider les entreprises à se projeter jusqu'à 2050. À se dire, si jamais toutes ces dynamiques-là se mettent en place, quel rôle moi je vais jouer? Quelle activité je pourrais avoir? Par rapport à ma raison d'être, qu'est-ce que je peux mettre en place comme évolution et qu'est-ce qui me semble radicalement qu'on doit garder. Et ça, c'est quelque chose qui prend. Et on a des gens, beaucoup de gens qui ont travaillé, qui travaillent chez Airbus, qui ont fait l'atelier, qui nous ont fait des très bons retours, qui d'ailleurs ont contribué à ce qu'on aborde beaucoup mieux le sujet de l'aéronautique, pas juste sur le plan négatif, mais aussi sur le plan des améliorations, des optimisations qui pourront s'y faire. Parce que pour nous, c'est essentiel de ne pas être focusé uniquement, de pointer du doigt une technologie, un secteur ou un autre, mais au contraire d'être beaucoup plus large, d'avoir un panorama le plus complet possible des solutions. Ok, ça marche. Merci Pierre-Luc. N'hésitez pas, si vous voulez des compléments après au niveau de vos questions, il y aura une deuxième salve tout à l'heure. Agnès qui pose la question intéressante, comment faire lorsque les enjeux de développement durable ne sont pas portés par les dirigeants de mon entreprise, alors que les collaborateurs sont en attente d'action de la part de leur employeur? Comment mettre en place ce genre d'atelier quand il y a des intérêts managériels? Là, on est entre nous, donc en fait, nous, on pense Dotone comme un outil de transformation de la société, donc d'accélération des dynamiques de transformation. Et on sait très bien que une entreprise, ce n'est pas toujours une démocratie. Et que donc, on peut essayer de convaincre plein de gens dans une entreprise. Si jamais il y a des canaux décisionnels classiques qui ne sont pas convaincus, ce sera difficile que les choses changent en profondeur. Et on ne peut pas demander à un manager de dire il faut que tu changes tout le business model de l'entreprise parce qu'il n'a pas ce pouvoir décisionnel-là. Et donc, en fait, évidemment, le but de Dotone, c'est d'outiller les gens de façon directe et indirecte. Directement en leur disant, en fait, vous avez un pouvoir d'influence et que les gens en soient bien conscients et qu'ils aient envie de l'exercer et de se dire, OK, mais comment moi, justement, je peux faire bouger mon entreprise? Quels leviers, quels canaux, quelles actions je peux mettre en place? Par exemple, est-ce que je ne peux pas trouver des gens qui ont la même démarche que moi et qui essaient de monter un collectif au hasard? Et donc là, il y a des associations qui s'appellent les collectifs. Et souvent, un atelier comme Dotone, il dit peut-être que c'est pas mal ça comme démarche. Peut-être que si je me mets avec d'autres personnes comme moi, on va pouvoir se faire entendre de la direction. De l'autre façon, c'est que pour nous, Dotone, on le pense comme un atelier qui permet justement d'aller parler à des dirigeants et d'avoir une approche sur le sujet qui est une approche, encore une fois, objectivable, quantifiée et non pas juste émotionnelle. Et donc, nous, souvent, on a des gens qui disent, moi, je suis manager, je suis chef de projet, je me forme à l'animation de Dotone avec un objectif, c'est que j'ai mon DG en tête et je veux lui faire comprendre les enjeux qu'il y a devant lui, les enjeux stratégiques de l'entreprise. Pour ça, j'ai besoin d'un outil qui ne soit pas juste sur l'émotionnel, qui soit quantifié et qui permette à lui de se questionner sur là, il y a des opportunités et là, il y a des risques pour l'entreprise, il faut qu'on change. Et on forme les gens en entreprise dans cette optique-là, pour qu'ils puissent utiliser Dotone comme un propre outil pour aller convaincre d'autres personnes dans leur entreprise. Ok, merci beaucoup Pierre-Alex. Donc, comme je vous disais dans le chat, on va passer à la présentation d'Anne-Laure, à son témoignage. Et puis, on pourra reprendre les questions à la suite. Je te laisse reprendre, Alexis. Yes, merci.
Donc, comme Pierre-Alix le disait, Deuton, c'est un atelier qui se prête très bien au grand public, mais aussi au monde de l'entreprise. Et donc, à ce titre-là, on avait envie d'inviter quelqu'un d'une entreprise qui a fait le choix de déployer massivement l'atelier d'automne ainsi que la fresque du climat à l'ensemble de ses collaborateurs. Et donc, c'est Anne-Laure Fayol qui va nous en parler. Et donc, l'intérêt, c'est de montrer comment est-ce que cet outil-là peut être utilisé à des fins de sensibilisation, mais aussi à des fins de réflexion sur comment faire évoluer l'activité de l'entreprise. Donc, Anne-Laure va pouvoir nous parler un peu déjà de l'entreprise en tant que telle, de Vinci Autoroute, et de comment ce choix de s'appuyer sur l'atelier d'automne a été fait et comment est-ce que c'est en train d'infuser et quelles sont les perspectives d'utilisation de ce jeu dans la stratégie de l'entreprise, la stratégie RSE. Voilà, donc Anne-Laure, je te laisse la parole. Merci. Je pense que vous m'entendez tous. Si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Déjà, merci beaucoup de m'avoir permis de venir présenter nos actions et comment l'atelier d'automne est déployé chez Vinci Autoroute. En synthèse, moi, je suis Anne-Laure Fayol, je suis responsable environnement à la direction de l'environnement de Vinci Autoroute, donc pour toute la France. Je vais vous présenter très rapidement le Vinci Autoroute, qui on est, comme son nom l'indique, on fait partie du groupe Vinci. On a plus de 6000 collaborateurs aujourd'hui en France, uniquement sur le territoire France Métropole. Et on est une entreprise qui est fortement décentralisée. On a à peu près une douzaine de directions régionales partout sur le territoire français. On exploite plus de 4400 km de réseau sur toute la France, ce qui fait de nous le premier acteur autoroutier sur le territoire français. Voilà, vite fait pour la présentation de l'entreprise. Sur notre stratégie environnementale, en 2020, le groupe Vinci, pour répondre à l'accord de Paris, a lancé son ambition environnement et chaque filiale devait déployer cette stratégie dans son pôle. Chez nous, elle s'appelle Ambition Environnement 2030 et elle s'articule autour de 3 axes, le changement climatique, l'économie circulaire et les milieux naturels, avec pour chacun de ces axes des objectifs bien identifiés et bien clairs. Tout ça d'ici 2030. Et on s'appuie aussi sur 4 piliers qui sont importants. C'est d'abord, d'être exemplaire dans notre activité. C'est ce qui correspond un peu au scope 1, 2 sur le changement climatique. Et aussi de prendre toute notre part pour réduire nos impacts indirects. Vous allez voir, je vais vous en dire plus après, mais c'est assez important pour nous. Un autre point aussi qui est intéressant et qui fait sens dans l'échange d'aujourd'hui, c'est que on veut, avec la mobilisation de tous, de nos collaborateurs et de nos salariés, de passer d'une culture d'entreprise de concerner à impliquer. Vous allez voir comment Deuton répond à cette ambition-là, et tout ça à base de bonnes pratiques partagées au quotidien, et voire même en dehors de Vinci, sur tout le groupe Vinci. Vinci Autoroute, aujourd'hui, son impact environnemental, évidemment, il est sur nos activités propres, mais il est d'autant plus sur ce qu'on appelle le scope 3 amont et aval, et principalement sur l'aval, c'est-à-dire sur les émissions directes de nos usagers, vous, moi, tous ceux qui empruntent aujourd'hui l'autoroute. C'est plus de 95% de nos émissions de CO2 qui viennent des usagers de l'autoroute. Donc, vous comprenez l'importance de ce sujet-là. On prend toute notre part là-dessus, et d'autant plus qu'on s'est engagé à réduire de 20% les émissions de ces usagers sur notre réseau. Et pour ça, c'est une grosse transformation, en plus de tous les autres objectifs qu'on a, et on doit embarquer toute l'entreprise et donc tous nos collaborateurs. Donc voilà pour la présentation assez succincte de Vinci Autoroute, et qui se transforme en profondeur aujourd'hui depuis plus de 2 ans. Alors, tout ça s'inscrit dans ce contexte, et donc Vinci Autoroute a décidé en 2021 de mettre au plan de développement des compétences l'engagement de tous les salariés sur le sujet environnemental à travers 2 ateliers, la fresque du climat, j'ai vu que certains d'entre vous la déploient aussi dans leur entreprise, et de l'atelier d'automne. Les 2 pour nous sont intimement liés, et tout ça a démarré lors de la journée de l'environnement Vinci, qui existe depuis l'année 2020, tous les 22 septembre. Vinci, à travers le monde, se réunit ce jour-là pour porter et sensibiliser, continuer à engager ses collaborateurs sur les sujets environnementaux. Alors, la fresque du climat, on a choisi de le déployer, pour que tout le monde prenne conscience du changement climatique et des impacts que ça a, et 2, pour passer à l'action à un niveau individuel, personnel et professionnel et personnel. En fait, on se rend compte que les collaborateurs, ils ont besoin de concret, ils ont besoin d'identifier assez rapidement des leviers possibles pour agir.
on ne peut pas leur demander de s'engager dans la transformation de l'entreprise si on ne leur explique pas comment y aller et comment chacun peut aussi prendre sa part dans cette transformation-là. Donc pour nous, la fresque et d'automne sont intimement complémentaires. Ils vont pas l'un sans l'autre. Alors l'objectif de ce déploiement, c'est bien de proposer un socle de connaissances et une vraie prise de conscience sur le changement climatique et donner du sens à nos actions dans nos métiers, notre infrastructure et les usages. Vous avez compris la part des émissions de nos clients sur notre réseau. 2 tonnes pour ça est assez précieux. C'est un vrai outil d'accompagnement pour cette transformation environnementale, vraiment au cœur de nos directions, de nos métiers et au plus près de nos collaborateurs. Alors, comment on s'y est pris pour faire ça? On a pris un parti que ces ateliers soient animés par des FIO. Alors, FIO, c'est un petit anagramme, je pense, propre à Vinci Autoroute, qui veut dire formateur interne occasionnel. Ce sont des collaborateurs Vinci Autoroute qui sont formés pour animer au sein de leur direction régionale et de leur direction. Ils sont, en plus d'être des salariés, ils sont pour nous des relais locaux, des formes d'ambassadeurs. Et ça, c'est très important, donc je vous en parle et je vais essayer de détailler un peu aujourd'hui, parce que ce sont eux qui connaissent le terrain, c'est eux qui savent faire passer les messages à leurs collaborateurs, qui connaissent la réalité. Et alors, une fois qu'ils sont formés, ils ont une journée de formation, une fois qu'ils sont formés, on ne les laisse évidemment pas seuls déployer tous ces ateliers au sein de leur région. Notre rôle aussi à la direction de l'environnement, et ça nous paraît ultra nécessaire, c'est de les accompagner tout au long du jour de leur formation, pendant leurs ateliers jusqu'à la fin, de les nourrir, parce qu'en fait, ils ont besoin d'être rassurés. Les salariés, ça peut être n'importe qui, ça peut être un référent environnement, ça peut être un responsable communication, un chargé de juridique, un chef de district, enfin voilà, c'est ouvert à tout le monde, n'importe qui peut venir se former et après animer des ateliers. Et donc, ils ont besoin d'être une communauté et nous de les animer, de leur donner du contenu, de partager tous ensemble les retours d'expérience, les astuces, comment ça se passe lors des déploiements. Et ça, on est vraiment très attachés à ça, nous, chez Vinci Autoroute. Alors, une fois qu'on a formé nos formateurs internes occasionnels, nos FIO, on peut maintenant passer clairement à la phase de déploiement. Donc, on a eu de septembre à peu près jusqu'à mars beaucoup de formations à l'atelier d'automne. Le déploiement était un peu timide après auprès des collaborateurs parce qu'il a fallu s'organiser, former 6000 collaborateurs. Parce que j'ai oublié de dire la date de fin de la formation, c'est prévu pour 2023. Ça va un peu glisser en 2024, mais en tout cas, notre objectif de 2023. Former 6000 collaborateurs en moins de 18 mois, c'est quand même un sacré challenge. Donc, on met un petit peu de temps à s'organiser, mais ça arrive. Et on ne le fait pas seul à la direction de l'environnement, évidemment. Comme ça fait partie du plan de développement des compétences, les RH sont bien présents avec le service formation. C'est eux qui organisent et orchestrent vraiment tout le déploiement dans l'entreprise. Nous, à la direction de l'environnement, on est là pour former les FIO, entretenir cette communauté et réfléchir à l'après. On va y revenir juste après, justement. Aujourd'hui, on est à peu près à 10% de collaborateurs formés à ces ateliers. Donc, c'est plutôt satisfaisant, mais on doit quand même encore accentuer ça dans les prochains mois. Et tous les collaborateurs, on a comme objectif qu'ils soient formés d'ici fin 2023, même si, comme je le disais, on suppose que ça va glisser un peu en 2024. Néanmoins, aujourd'hui, une des questions qu'on a, auxquelles on n'a pas de réponse, mais peut-être que parmi vous, certains ont des idées, donc je pose la question ici, c'est qu'est-ce qui se passe après ce temps de formation, enfin de déploiement de la fresque du climat et l'atelier d'automne? Une fois qu'on aura armé nos collaborateurs, comment est-ce qu'on fait pour continuer à les engager? On n'a pas la réponse, évidemment, on se la pose, on réfléchit à tout ça, mais on sait qu'on a Pierre-Alix à nos côtés pour déjà dans l'instant présent, comment est-ce qu'on mesure l'impact de ces ateliers auprès de nos collaborateurs dans leur métier, dans leur vie personnelle. Alors on va lancer, c'est en phase d'étude, Pierre-Alix, n'hésite pas à prendre la parole si tu veux compléter sur ce sujet-là, mais on va lancer une démarche de mesure d'impact auprès de nos collaborateurs via des formulaires et des mails pour justement avoir ce retour terrain, parce que moi, je suis en direction centrale à Paris, je suis pas, et ceux que je forme sont vraiment des gens de siège.
Donc, et ce qui est important, c'est ceux qui sont vraiment sur le terrain. On n'a pas encore ce retour, même si on anime cette communauté. Donc, on réfléchit avec Pierre-Alix dans les prochains mois, semaines, à mettre en place une mesure d'impact. Je ne sais pas si tu veux en dire quelques mots, Pierre-Alix, maintenant, ou on le prend après pour les questions. Comme tu veux, avec plaisir, évidemment. Vas-y, je te laisse 1 minute de mon temps. Ça marche, c'est gentil. Oui, en 2 mots, la question qu'on s'est posée, c'est que la démarche, c'est pas juste une démarche de sensibilisation des collaborateurs, comme l'a dit Anne-Laure, c'est une démarche de transformation, d'accélération de l'application de la feuille de route. Et ça, il faut essayer de le mesurer, pas juste sur un plan individuel. Est-ce que les gens ont fait des éco-gestes, ont réduit leur empreinte carbone, mais aussi en termes d'actions concrètes dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place, des choses qui sont accélérées, des idées qui ont émergé du terrain, etc. Et donc, l'idée est de mettre en place une mesure qui serait peut-être à 3 niveaux. Au niveau des participants, avec des questionnaires avant-après sur la connaissance du sujet, sur le rapport au sujet et sur les actions qu'eux-mêmes font pour voir s'il y a un impact. Au niveau des animateurs, pour qu'eux-mêmes, à force d'animer des ateliers, sentent si ça crée une dynamique, si les gens se sentent vraiment transformés. Et puis aussi, pourquoi pas, au niveau des managers. Pour dire, vous, dans votre équipe, vous gérez 50, 100 personnes. Est-ce que vous sentez des choses différentes avant le déploiement, après le déploiement? Est-ce que vous sentez des gens plus enclins à agir? Est-ce que vous voyez des initiatives concrètes qui ont été mises en place depuis? Le but étant d'avoir une photographie de qu'est-ce que le déploiement a permis d'accélérer dans l'entreprise. Merci d'avoir complété ce propos, Pierre-Alix. Bon, ça je fait une bonne juste, conclusion. Anne-Laure, sur une question du chat que du coup tu peux prendre en réponse tout de suite. Oui. Sur le suivi de ces réductions des émissions, donc Pierre-Alix parlait des différents niveaux, mais est-ce que déjà ça vous a donné des idées de comment évaluer tout ça? Évaluer les ateliers, l'impact des ateliers? L'impact des ateliers sur des réductions assez tangibles en termes de, j'imagine, de tonnes de CO2, ce genre de choses. Enfin, Karine, si vous voulez repréciser votre question, n'hésitez pas. Parce que si c'est ça, aujourd'hui, on est bien incapable de mesurer l'impact réel en émissions de CO2 de ces ateliers. On est plus là vraiment pour les sensibiliser et les accompagner et les engager dans la stratégie environnementale et les faire vraiment participer pleinement à nos engagements environnementaux qui sont chiffrés dans les 3 axes dont je parlais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si d'autres entreprises sont capables de le faire, parce que Pierre-Alix a des exemples, mais nous, on est bien incapable de mesurer l'impact réel en CO2 de ces ateliers-là, sur notre activité. C'est sûr qu'en prenant beaucoup d'auteurs, on pourrait dire ce qui fait foi, c'est le bilan carbone qui est refait à certaines échéances. Mais c'est une analyse qui ne prend pas en compte tous les facteurs exogènes, le scope 3 qui est quand même qui est très large. Donc, dans l'absolu, on pourrait imaginer de se dire, justement, on va aller regarder scope par scope et voir si certains postes évoluent dans le temps et pouvoir se dire, il y a peut-être une partie qui est due à ce type d'initiative de déploiement massif. Mais ça, ce serait quelque chose à affiner et à creuser pour avoir une traçabilité qui soit claire. Aujourd'hui, notre indicateur, si on peut nous l'observer, c'est plutôt comment est-ce que les collaborateurs en parlent entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent à la sortie de la réunion. Et c'est une excellente transition avec la suite de mon propos. Je devais être en fait accompagnée aujourd'hui d'une certaine Raphaël et qui n'a pas pu se joindre à nous. Et Raphaël est FIO, donc formateur en interne occasionnel. Et je trouvais intéressant qu'elle soit à mes côtés pour qu'elle vous parle, elle, concrètement, comment ça se passe sur le terrain. Donc, je vais faire sa porte-parole le plus fidèlement possible, j'espère, mais avec mes mots en tout cas, pour que vous ayez cet écho du terrain et comment cet atelier est accueilli, comment est-ce qu'elle le déploie auprès de ses collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que Raphaël, au début, était plutôt réfractaire sur le sujet parce qu'elle avait assisté à une conférence de Jean-Marc Jancovici qu'il avait donnée pour le groupe Vinci lors d'une convention, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas il y a quelques années. Elle a été sortie un peu angoissée parce que Jean-Marc Jancovici, un peu comme la fresque du climat, fait un constat qui est un peu effrayant, angoissant, ça donne un peu froid dans le dos. Et quand on lui a présenté en 2021 la fresque du climat et d'automne, mais surtout elle, c'était d'automne, lors de cette fameuse journée de l'environnement, elle a vraiment sorti une forme d'enthousiasme parce qu'enfin, elle avait dans ses mains des leviers pour agir sur ce constat angoissant du changement climatique qui est actuellement en face de nous. Et le petit plus de Raphaël, c'est que, alors c'est une personne qui est enthousiaste, elle serait ici, sourire jusqu'ici, et vraiment très, très emballée par le sujet, c'est qu'elle s'est dit qu'effectivement, elle peut animer, elle a tout à fait les compétences pour animer un atelier d'automne, tous les outils, il n'y a aucun souci là-dessus, mais elle voulait offrir à ses collaborateurs le petit plus,
avec un côté expertise environnementale. Encore une fois, elle pouvait l'animer toute seule, hein, c'est important de le retenir. On a la chance d'avoir des référents environnement dans chacune de nos directions régionales. Donc, elle s'est associée à cette référent environnement et elles animent à deux ces ateliers de TOL. Ce qui fait que ça apporte vraiment ce vernis explicatif et scientifique et ça laisse vraiment à Raphaël toute l'attitude pour animer, dynamiser son atelier. Et Magali, qui est cette référente environnement, vient appuyer, donner quelques explications qui sont peut-être un peu moins intéressantes pour Raphaël, mais parfois les collaborateurs posent des questions. Et c'est un binôme qui fonctionne très bien. On a cette chance-là. Ceux qui l'animent tout seuls s'en sortent aussi très très bien, mais je trouvais ça intéressant de vous partager ce côté binôme. Ce qu'elle apprécie, Raphaël, dans cet atelier, c'est que ça ouvre le champ des possibles pour en faire toujours un petit peu plus. Et l'avantage de l'atelier d'automne, c'est qu'on va de 2022 à 2050, on n'y va pas d'un coup, on y va étape par étape, par tranche d'année. Et c'est vrai que ça permet de se projeter au fur et à mesure sur ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire dans le temps qui est présenté devant nous, que ce soit à un niveau individuel, mais aussi collectif, pour prendre ces notions de qu'est-ce qu'aussi doit faire la collectivité pour qu'on puisse avancer et atteindre ces fameuses 2 tonnes en 2050. Pour elle, c'est vraiment un outil qui est concret, qui permet à chaque collaborateur d'aiguiser son esprit critique et d'identifier ce qu'il peut faire à court, long et moyen terme. Alors, elle a en plus un enthousiasme qui est renforcé par sa vie privée parce qu'elle a 2 adolescents à la maison qui la challenge au quotidien là-dessus. Et elle dit que c'est vraiment effet boule de neige pour elle parce qu'elle a le boulot et le perso qui se télescopent sur ce sujet-là et vraiment ça la nourrit et elle permet d'enrichir en tout cas son envie et d'enrichir ses ateliers. Les retours terrain qu'elle m'a partagés, il ne faut pas se le cacher, on est en déploiement obligatoire chez Vinci Autoroute. Il y a des personnes qui arrivent en atelier, ils sont obligés d'être là. C'est un fait, c'est comme ça. Mais ce qu'on observe, que ce soit, alors c'est soit des participants qui participent à l'atelier, soit on a eu des formateurs aussi qui ont été désignés volontaires, et quasiment tous sortent en disant « En fait, c'est génial, c'est hyper intéressant, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, on a appris plein de choses. Je suis contente de l'avoir fait », ce qui est plutôt pour nous très encourageant. Et elle dit même qu'il y a des personnes qui l'ont remercié parce qu'ils ont réussi à échanger au sein de leur équipe, lors de quarts d'heure aussi environnement que certains animent, voire même au niveau familial, sur tous les sujets qu'ils ont appris. Donc, on sent que c'est c'est une forme d'indicateur en quelque sorte, cette suite, cette sensibilisation qui va au-delà de ce qu'on a apporté aux collaborateurs. Et ça permet aussi de gérer quelques sujets un peu conflictuels. Alors, on peut dire nucléaire versus renouvelable, mais on a aussi sur le sujet des véhicules électriques chez nous, c'est bien, c'est pas bien, les batteries, qu'est-ce qu'on en pense? Ça permet d'initier la discussion, on n'a pas forcément les réponses, en tout cas, on sème la petite graine et ça évite certains conflits après quand on doit en parler aux collaborateurs. Tout ça pour dire que pour moi, alors, Raphaël l'explique aussi, mais pour moi, point de vue direction environnement centrale, ce relais local est hyper important. Je vous donne, je prends 1 minute après, c'est tenir le temps, je donne un exemple. J'ai animé l'année dernière sur le district de Saint-Arnoux, la grande péage de Saint-Arnoux, un atelier d'automne. J'étais face à des agents autoroutiers. Je me suis fait secouer, la petite nana bobo parisienne qui débarque sur le terrain, qui vient nous passer des messages. Elle n'a rien compris de la vie, elle n'est pas sur le terrain. J'ai vite compris que j'avais un peu de mal à délivrer mes messages. Là, ce qui m'a sorti de cette impasse, c'est que dans le groupe, il y avait la directrice adjointe du district qui était là et qui a su tout de suite récupérer la communication et savoir comment eux leur parler. Et c'est là où on s'est dit, on doit vraiment accentuer ces relais locaux et ces ambassadeurs parce que c'est vraiment par eux que le message va passer. Il faut très bien avoir conscience de la place où on est et à qui on va pouvoir transmettre les messages. C'est vraiment important avant de commencer un déploiement ou une sensibilisation en interne là-dessus. Si je dois parler d'une difficulté qu'on a eue, c'est pas tant sur la formation des FIO ou sur l'acceptabilité de l'atelier, c'est vraiment plus sur l'organisation du déploiement. Je le disais tout à l'heure, 6000 collaborateurs, c'est beaucoup. C'est la première fois qu'on fait ce genre de déploiement en interne, donc on doit s'organiser sur une période aussi courte. On doit anticiper, on va y arriver, mais voilà, petit à petit, on avance. Je disais aussi tout à l'heure dans le chat, mais Pierre-Lix y a répondu en partie, les données personnelles, aujourd'hui, ce n'est absolument pas un problème. Si la question est posée, on a une solution. On sait répondre sur le RGPD et on sait répondre sur « tu ne veux pas les donner », il n'y a pas de souci. On a un persona à donner. En tout cas, rien aujourd'hui n'a bloqué un atelier. On a toujours réussi à s'en sortir. Et voilà, Pierre-Alix
Je pense que tu n'as aucun exemple à donner sur des ateliers qui ont été annulés parce que les gens ne veulent pas présenter. En conclusion, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que cet atelier permet de nous émanciper, de prendre de la hauteur sur ce sujet, que ce soit en tant que formateur interne, que collaborateur qui participe vraiment à cet atelier-là. Raphaël vous dirait que l'animation d'atelier est pour elle une véritable source d'énergie et de motivation, plus que la fresque. On ne compare pas les deux, on sent bien que la fresque est là pour poser le constat, et l'atelier d'automne est là pour vraiment se mettre en action, et l'atelier d'automne donne vraiment cette énergie, on sent qu'il se passe quelque chose pendant l'atelier, de positif et d'engageant. On sait qu'on s'aime, que ça va pousser dans les prochains mois et les prochaines années, d'où l'importance de la mesure d'impact et qu'on puisse mettre des mots dessus et concrètement le valoriser, et que même si ça semble un peu tôt, il faut déjà penser à l'après. Comment est-ce qu'on continue à semer et à engager nos collaborateurs? Voilà, j'ai un peu dépassé le temps, mais je vous remercie. Et j'espère que ce n'était pas trop long et que c'était clair. Et je vais répondre aux questions maintenant. En tout cas, ça a suscité beaucoup d'intérêt parce qu'il y a plein de questions hyper intéressantes. Donc, on va essayer d'en traiter un maximum. Je vais les prendre dans le désordre. Alors, tu as cité l'expérience de terrain en province où on t'a un peu considéré comme une bobo parisienne. Mais est-ce que tu as des exemples de personnes qui ont été un peu réticents à participer à l'atelier? Oui, parce que l'année dernière, quand on a déployé, les premiers ateliers étaient sous format un peu obligatoire et aussi désignés volontaires. Et donc, certains sont arrivés en atelier en traînant des pieds parce que leur manager les avait inscrits de force à l'atelier. Mais en général, ils sortent tous ils ne sont pas totalement réfractaires, ils se posent des questions, ils ont envie de chahuter un peu, mais au final, ils apprennent plein de choses. Et quelqu'un qui est réfractaire aujourd'hui, dans le début de déploiement qu'on a, il y en a aucun qui s'y refuse. On est même en train de réfléchir à comment animer des ateliers d'automne à distance, que certains ne peuvent pas se déplacer et qui veulent participer à un atelier d'automne. Donc non, il n'y a pas de... Et du coup, question qui est un peu l'effet inverse. Pour les salariés potentiellement les plus engagés, est-ce que ça arrive parfois que certains, après l'atelier, remettent en cause le but même de l'entreprise, on va dire sa raison d'être, qui est de faire rouler des voitures en gros? Et auquel cas, comment est-ce que c'est traité? Nous, on leur dit que justement, ils sont au bon endroit pour se poser des questions et qu'on serait ravis de discuter avec eux parce que justement, l'entreprise doit aussi se transformer. On se pose beaucoup de questions, on y va. Je reprends le cas de diminuer de 20% nos émissions de CO2 sur le trafic de nos clients. Ce n'est pas un petit objectif. Il va falloir qu'on mette en place des actions. Donc, ces personnes-là, on va essayer de les chercher pour les avoir à nos côtés. Alexis, j'en profite juste pour dire, on a envoyé un sondage dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pendant aussi cette vidéo pour dire vos retours de ce webinaire. Ok, merci. Et du coup, une question qui va en lien avec la remarque ouverte, enfin la question ouverte que tu as posée au chat tout à l'heure, qui est si les collaborateurs ont envie de proposer des solutions concrètes à mettre en place suite à ce qu'ils ont pu comprendre en participant à l'atelier, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils ont un cadre qui est mis à leur disposition ou pas? C'est une excellente question. Je sais qu'il y a eu des défis qui ont été organisés en région. Soit proposé par la direction régionale, soit proposé par le référent environnement qui a envie de dynamiser ces actions environnementales. Mais ça peut être une excellente aussi solution justement pour mesurer cet impact et créer l'engagement pour plus tard. Comment est-ce que nous, au niveau national, on pourrait justement motiver toutes ces personnes hyper engagées et leur proposer des solutions, passer à l'action tout de suite. C'est une piste à creuser, effectivement, très intéressant. Super. Et le chat mentionnait aussi que le recours à l'atelier Ma Petite Planète pouvait permettre cette plateforme pour proposer des idées. Une autre question que je trouve super intéressante, qui est si on sort du cadre de l'entreprise, est-ce qu'il y a des pistes qui sont envisagées pour sensibiliser les usagers, enfin les clients finalement de l'entreprise, à savoir les automobilistes? Alors, oui, on a déjà Alors, avant de passer aux automobilistes, une action qui est portée, qui est hyper intéressante, que ce soit fresque ou d'automne, c'est que spontanément, nos animateurs vont aller
fresquer ou faire un atelier d'automne auprès des écoles, auprès d'une assemblée, d'une collectivité, d'un territoire avec qui ils travaillent pour mettre en place des actions. Donc spontanément, ils le font. Et les clients, on organise un événement cet été sur l'aire de l'Anse-en-Provence dédié à l'environnement. C'est pas d'automne, Pierre-Alix, excuse-nous, mais en tout cas, on fait une fresque du climat auprès de nos clients. Donc oui, ce sont des actions qui sont tout à fait envisageables pour nos clients. Encore faut-il qu'on ait le temps de les capter, parce qu'un client, il va rester 20 minutes, une demi-heure sur une aire d'autoroute. Donc un atelier de 3 heures est un petit peu long, mais il y a une façon de faire où on peut rétrécir un peu l'atelier et le faire en format découverte. Super. Et alors, du coup, tu l'as mentionné, dans le cas de Vinci, Vinci Autoroute, c'était une décision de la direction d'aider de déployer cet atelier d'automne. La question, c'est est-ce que pour réussir une communication descendante, est-ce qu'il vaut mieux pas faire remonter des bonnes actions du terrain avant de faire descendre une sensibilisation qui serait imposée? Oui, alors nous, en fait, l'atelier d'automne et fresques du climat ont été mis en place au moment où le groupe Vinci lançait son prix de l'environnement. Et justement, le prix de l'environnement était là pour capter des initiatives du terrain, les faire remonter auprès de tous pour qu'elles soient diffusées après dans tout le groupe. Et donc, l'atelier d'automne et fresques du climat venaient aussi en même temps, au cœur des informations du terrain, mais il faut aussi que le collaborateur, ceux qui ne participent pas au prix de l'environnement, puissent être sensibilisés, engagés. Donc, ça a été tout est arrivé au même moment, un an après le lancement de l'ambition environnement du groupe Vinci. Oui, les deux concomitants sont importants. Après, chez Vinci, parfois, ça va très vite. D'accord. Et alors, j'ai peut-être loupé encore des questions parce que ça a défilé sur ces dernières minutes, mais sur du coup l'alignement du déploiement entre fresques et d'automne, est-ce que vous arrivez à aligner les deux? Comme tu disais tout à l'heure, c'est complémentaire, mais est-ce que c'est en phase ou est-ce que l'un prend finalement a plus de succès que l'autre, quoi? Alors, pour l'instant, il y a plus de fresques parce qu'on a demandé à ce que ce soit d'abord la fresque qui soit lancée pour ensuite faire l'atelier d'automne. Les deux sont indépendants et peuvent vivre l'un sans l'autre, évidemment, mais nous, dans notre déploiement et dans notre stratégie d'engagement des collaborateurs, c'est d'abord la prise de conscience et comprendre ce qui se passe, et après, quel levier je mets en place. On suggère même que ce soit sur une journée, le matin fresque, l'après-midi d'automne, pour que le collaborateur ressorte en une journée avec tous les éléments. Il s'avère qu'en pratique, bloquer une journée pour les collaborateurs, c'est pas forcément évident. Donc pour l'instant, c'est beaucoup de fresques du climat. Je dirais peut-être la moitié d'automne pour la fresque du climat à peu près, mais ça va s'accentuer en 2023, une fois qu'on aura passé une bonne partie de nos collaborateurs en fresque du climat. Super. Cédric, je ne sais pas si j'ai loupé des questions, j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le tour. Alors, tout à l'heure, il y avait une question pour Pierre-Alix qui était intéressante, parce que c'est vrai que ça peut être potentiellement un frein. C'est quelles sont les bases scientifiques, enfin les rapports, en gros, les données sur lesquelles repose l'atelier, enfin les calculs de l'atelier. Oui, effectivement, bonne question. Donc, d'automne a une vocation ludique, c'est un peu serious game, mais dans serious game, il y a serious. Et pour nous, pour que les gens le prennent au sérieux l'atelier, et pour pas mentir aux gens, il fallait qu'on ait des bases très solides. Donc, en termes de méthodologie, on s'appuie sur les méthodologies de référence de l'empreinte carbone. Et on collabore d'ailleurs avec les autres acteurs comme Carbone 4, comme nos gestes climat, le calculateur de l'ADEME, etc. Et en termes de sources, c'est la base carbone de l'ADEME qui nous donne la plupart des facteurs d'émission. C'est le scénario Négawatt, qui est un scénario de transition énergétique jusqu'à 2050, qui nous permet de quantifier les actions collectives avec des hypothèses qui sont solides. Et puis, c'est les données de l'INSEE qui permettent là aussi d'être plus fin dans l'analyse, en analysant les modes de vie des Français et de jouer là-dessus. Voilà, on complète ça aussi avec des données économiques, notamment fournies par la stratégie nationale bas carbone, qui quantifie le coût de certaines actions, et un institut qui s'appelle Institute for Climate Economics, I4CE, qui est français. Et voilà. Et donc, ces données-là nous permettent de quantifier les actions avec des ordres de grandeur qui sont cohérents. D'accord, merci. Et du coup, une question qui s'est rajoutée pour Anne-Laure. Tu as parlé d'un prix de l'environnement en interne. Du coup, qu'est-ce que c'était que ce prix, le concours, etc. Alors, c'est un prix qui a été lancé en 2020. Pendant un an, tous les collaborateurs Vinci du monde pouvaient remonter leurs idées sur les 3 piliers environnementaux, donc changement climatique, économie circulaire et milieu naturel, dans différentes catégories. Il y a eu différentes phases. D'abord des phases dites de qualification régionale. Après, il y avait des phases
de pré-lauréat et après le lauréat, ça a duré 1 an, et ce qui a permis de remonter plus de 2500 ou 3000 initiatives environnementales partout dans le monde. Et l'idée étant justement de faire une base de données totale, enfin, base de données de toutes ces initiatives, et que chaque pôle ou direction puisse s'inspirer et utiliser ces initiatives et les déployer. Parce qu'encore une fois, c'est un acte d'intelligence collective et ça, c'est rien de réinventer la roue quand elle existe quelque part. Mais toujours est-il qu'il faut quand même connaître et savoir si ça existe et où ça existe. Donc voilà, ça a duré 1 an. La remise des prix a eu lieu l'année dernière. Donc il y a à peu près 10 initiatives qui ont été primées et qui aujourd'hui ont un budget pour être augmentées et déployées pour les, pour les pôles qui le souhaitent. Mais on a quand même toute la base de données, toutes les 2500 autres à peu près, qui sont disponibles auprès de tous les collaborateurs. Donc ça a mobilisé un certain nombre de collaborateurs par le monde pendant presque 2 ans. Et le résultat est plutôt intéressant. Et là, on est dans une phase où on doit déployer justement en interne un maximum d'idées par rapport à nos métiers, évidemment, maximum d'idées dans nos pôles. Oui, super idée ce prix de l'environnement. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme et de motivation sur ce prix. Anne-Laure, Pierre-Alix, j'aurais une question parce que c'est un peu passé dans le chat. Ça peut sembler évident pour certains, mais pas pour tous apparemment, et c'est important. Quelle est la distinction entre la fraise du climat, atelier d'automne? On pourrait dire c'est 2 ateliers de sensibilisation, c'est l'un ou c'est l'autre. Qu'est-ce que toi, Anne-Laure, au sein des équipes, qu'est-ce que ça a apporté en différence? Et puis Pierre-Alix, tu pourras compléter, bien sûr. Nous, ce que ça apporte, c'est que la fresque du climat permet de prendre conscience de ce qui se passe, du changement climatique. C'est vraiment une prise de conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas la fresque du climat, ils doivent en 3 heures, enfin en 1 heure, 1 heure et demie de jeu, faire une fresque à partir de cartes et trouver les causes et effets du changement climatique. C'est très basique, on pose des cartes les unes après les autres et on discute en groupe pour les poser. C'est factuel, et à l'issue de ces fresques, en général, on est un petit peu déprimé parce qu'on constate que le monde va quand même pas très bien sur ce point de vue-là. Mais la fresque, pendant le reste de la fresque, on réfléchit aussi aux solutions, aux idées qu'on peut mettre en place. Et nous, on a décidé justement de cette partie-là, de l'augmenter avec 2 tonnes pour justement prendre de nouveau 3 heures tous ensemble pour travailler sur ces actions possibles pour justement baisser nos impacts de 9-10 tonnes à 2 tonnes d'ici 2050. Donc, il y a vraiment une partie constat et une partie action levier. C'est comme ça qu'on le présente en interne. Et on peut peut-être prendre une dernière question, puis après on pourra conclure. Est-ce que du coup, il y a eu l'atelier d'automne a été proposé à la direction, aux membres du COMEX notamment, et quelle a été la réaction si tel a été le cas? Nous, alors, Élise Bon, qui est notre directrice environnement, a animé des fresques du climat aux membres du COMEX, qui a été l'élément déclencheur pour justement le déployer en interne. Et après, on a complété, on n'a pas fait d'atelier d'automne aux membres du COMEX, mais des comités de direction sont eux formés. Pour le coup, c'est nous, FIO, formateurs occasionnels, qui les animons. Donc, tous les comités de direction en région sont eux formés à ça. Mais effectivement pas le COMEX. D'accord. Et donc, quelle est la réaction de manière générale? Hyper bonne. Hyper bonne. Et puis, c'est hyper intéressant de voir que ces comités de direction, c'est un comité de direction, ils sont tous des chefs à plume quand même, sont intéressés, sont pas du tout réfractaires. Et justement, ça leur permet d'argumenter pour après embarquer leurs collaborateurs dans les décisions stratégiques qui sont à mettre en place et les objectifs à atteindre dans leur direction régionale. Donc, j'en ai fait 2 et les 2 étaient vraiment très, très constructifs et très riches. Génial. Merci beaucoup. Cédric, on peut peut-être conclure. Je te rends la parole. Oui, merci Alexis. Et puis, un grand merci à vous deux, Pierre-Alix et Anne-Laure, pour le temps que vous avez consacré. Surtout, c'est hyper important. C'est toujours pareil. C'est témoigner de ce qui marche et d'engager à l'action. C'est hyper important et c'est le but de nos webinaires. Voilà. Je fais un petit retour de sondage qui était dans le chat et vous pourrez toujours continuer à y répondre. Est-ce que vous avez 3 collègues identifiés au sein de votre entreprise avec qui vous pourriez échanger et monter potentiellement quelque chose? Donc, lui à 56%, donc non à 44%. Je m'engage à les contacter, lui à 66%, donc c'est une très bonne nouvelle, non à 34%.
Donc, pour les 34%, non, bon, voilà, quelle que soit la raison. Mais s'il y a encore des points de blocage, surtout n'hésitez surtout pas, c'est le but vraiment des webinaires, quelles que soient vos questions qui n'auraient pas pu être abordées, soit en direct à Anne-Laure potentiellement, soit à Pierre-Alix, ou alors vous pouvez nous envoyer un mail et on tâchera d'y répondre et de faire en sorte de lever tous ces blocages. Et enfin, la dernière question, je m'engage à les identifier. Super, oui pour 71% et non pour 29%. Donc voilà, le but, c'est encore une fois d'engager à l'action. J'en profite pour vous redire ce que je disais tout à l'heure, c'est que n'hésitez pas à aller voir notre site Alumni for the Planet. Vous pouvez témoigner de ce que vous faites, de ce qui a marché. C'est toujours ça, parce qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, de ce qui a marché dans votre entreprise, dans votre commune, voilà, en montant un collectif potentiellement. Enfin, il y a plein de choses. Dernière question dans le sondage, quelles actions mettre en place? Mettre en place des actions de sensibilisation 60%. Vous renseigner sur l'existence d'un bilan carbone dans votre organisation 33%, un autre levier hyper important aussi. Et organiser une réunion avec direction pour discuter des enjeux 27%. Créer un groupe de travail, justement, on en parlait, 27%. Voilà, c'est toujours des leviers différents. Ce n'est pas binaire, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est des leviers différents qu'on peut potentiellement tous activer. J'en profite pour partager la dernière slide. Donc, je disais, vous pouvez rejoindre le réseau Alumni for the Planet si ce n'est pas encore d'actualité. Donc, vous êtes toutes et tous alumni. Donc, voilà, l'idée, c'est de créer des connexions avec des gens qui sont, j'allais dire, de bonne volonté, enfin, qui ont la volonté d'agir. L'idée, c'est de créer des connexions, un maillage. C'est comme ça qu'on y arrive et qu'on y arrivera. Ce qu'on peut faire et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de passer à l'action dans votre organisation. Vous avez eu quelques outils aujourd'hui. Notamment l'atelier d'automne. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter, contacter Pierre-Alix. Voilà, même si vous avez encore quelques points de blocage et d'en parler à votre direction. Et puis, je disais, témoigner de vos succès, de vos expériences vécues et potentiellement, si vous avez envie, de rejoindre l'équipe bénévole d'Alumni for the Planet. Voilà. Anne-Laure, Pierre-Alix, est-ce que vous voulez un dernier mot pour conclure? Je laisse Pierre-Alix conclure. Remercier tout le monde d'être là, mais aussi accessoirement remercier Anne-Laure, parce qu'en fait, c'est passionnant en fait, de bosser sur des projets comme ça. Et moi, à chaque fois que j'écoute Anne-Laure en parler, et pourtant Dieu sait qu'on en parle, j'apprends beaucoup de choses, parce que c'est des projets qui sont en fait des projets de transformation, de gestion du changement, où le facteur humain est essentiel. Et je trouve ça moi, absolument génial, parce qu'il y a un niveau de détail, de finesse à avoir dans qu'est-ce qui va marcher, comment embarquer les gens. La fresque du climat d'automne, c'est des outils. Alors, si on dit juste il faut faire passer les gens à la moulinette, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir adapté, réfléchir, penser la chose, penser aux stratégies de communication interne et tout ça. Et ça, c'est vraiment passionnant. Ça ouvre des portes. C'est un challenge qui est génial. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à bosser là-dessus pour une entreprise comme Merci Autoroute et avec toi. Voilà. Donc, je vous invite à avoir le même genre de démarche parce que c'est génial en fait. C'est rare qu'on ait ce niveau d'ambition-là dans ce qu'on entreprend. Moi, je trouve ça cool. Oui, pour compléter ce que dit Pierre-Alix, c'est vraiment un projet commun de toute l'entreprise avec tout ce réseau d'animateurs, d'ambassadeurs, on les appelle comme on veut. Et sans eux, je pense qu'on ne pourrait pas parler. Ce n'est pas encore une réussite, mais on est vraiment sur la bonne voie. Et ce n'est pas juste nous, direction de l'environnement et 2 tonnes avec Pierre-Alix qui arrivent. C'est vraiment l'engagement de chacun et pour une vraie transformation. Donc c'est assez vertigineux, mais c'est incroyable de voir comment ça fonctionne, en tout cas chez nous, et on est plutôt content du résultat. Et merci encore de m'avoir invité pour témoigner sur ce sujet. Un grand merci à vous pour l'énergie que vous dégagez. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous les deux, merci à tous et à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.